Je suis ici pour entendre les parties que vous aurez entendues, puisque vous m'avez fait cette demande, Monsieur le leader d'opposition, sur la motion que vous aviez déposée, la motion de droit et de privilèges que vous aviez déposée mardi. Alors, je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. À la lumière de la preuve soumise avec cette lettre, vous constaterez que M. Marc-André Fortier, ex-président et directeur général de la Société immobilière du Québec, a commis un outrage au Parlement le 13 juin 2007 en rendant un témoignage faux ou incomplet devant la Commission des finances publiques lors de l'étude des crédits du ministère des Services gouvernementaux. Les gestes de M. Fortier vont à l'encontre du paragraphe 2 de l'article 55 de la loi de l'Assemblée nationale qui indique que nul ne peut porter atteinte aux droits de l'Assemblée. Constitue notamment une atteinte aux droits de l'Assemblée le fait de rendre un témoignage faux ou incomplet devant l'Assemblée, une commission ou une sous-commission. Comme l'indiquait le président Jean-Pierre Charbonneau le 28 novembre 2001, selon la doctrine, un outrage au Parlement est tout acte ou toute omission qui a pour effet d'entraver les travaux de l'Assemblée ou de porter atteinte à son autorité ou à sa dignité. Comme vous l'indiquez dans votre décision du 26 septembre 2013 concernant l'article 55.2 de la loi de l'Assemblée nationale, le fait de fournir des réponses fausses ou incomplètes aux questions posées par des députés constitue, à première vue, une entrave à l'exercice des fonctions de l'Assemblée, de même qu'une atteinte à son autorité et à sa dignité. Dans votre décision du 8 décembre 2016, vous indiquez ceci. Afin qu'une question soulevée en vertu de l'article 55.2 de la loi sur l'Assemblée nationale soit déclarée recevable, à première vue, deux éléments sont nécessaires. Premièrement, une preuve probante doit démontrer que le témoin a bel et bien rendu un témoignage faux ou incomplet. Deuxièmement, une certaine intention d'induire en erreur ou de nuire au bon déroulement des travaux parlementaires. En effet, il importe de différencier l'erreur de bonne foi ou témoignage inexact de l'omission volontaire de fournir des renseignements devant une commission ou la Chambre. Le fait de présenter de faux documents ou de rendre un témoignage faux ou incomplet devant l'Assemblée ou une commission sont des gestes qui transposent en droit parlementaire québécois la notion d'introduire délibérément en erreur, ce qui est reconnu dans d'autres parlements de type britannique. Nous estimons que le témoignage de M. Fortier du 13 juin 2007 devant la Commission des finances publiques remplit les deux critères. En effet, interrogé par l'ex-député de Rosemont, député E, et porte-parole pour le Conseil du Trésor pour le Parti québécois, alors deuxième groupe d'opposition, lors des crédits du ministère des Services gouvernementaux, M. Fortier a indiqué ceci concernant la vente de 3 immeubles par la Société immobilière du Québec. La Place Québec, le 500 boulevard René-Lévesque-Ouest et l'édifice J.A. Tardif. J'ouvre les guillemets. À la Société immobilière, nous avons concrétisé une décision de nous départir de certains immeubles basés sur des éléments importants, dont les principaux sont les suivants. Les immeubles qui ne rencontrent pas la mission de la Société immobilière, compte tenu qu'une forte proportion de ces immeubles sont occupés par du secteur privé. Secondo, les immeubles qui ne seront pas des contrats de cession, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas des baux à long terme comme si on était encore propriétaire de l'immeuble, et qu'en plus, dans la négociation de nos baux, nous exigerons des clauses de rétrocession. Lorsque les ministères et organismes nous rétrocéderont des espaces, nous-mêmes, on pourra les retourner aux propriétaires. Les immeubles qui pourront servir. Ces immeubles-là pourront servir également de zone tampon pour procéder à la décroissance de l'État et contrôler les coûts en espaces s'y rattachant. Je poursuis la citation de M. Fortier. Dans les années à venir, c'est-à-dire les 5 prochaines ou 10 années à venir, nous aurons à faire face à la réduction de la taille de l'État, ce qui signifie que nous devons délaisser des espaces, surtout en bureaux, que nous occupons actuellement. En vendant ces immeubles-là immédiatement, dans un contexte favorable, on va signer des baux d'une période de 10 ou 15 ans dans le maximum, sans cession de bail, comme je vous le disais tout à l'heure, et surtout avec des clauses de possibilité de rétrocession par étage. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans 3 ans, on a un étage de trop, on le rétrocède au propriétaire. Fin de la citation. Donc, M. Fortier expose 3 concepts qui guident la vente des immeubles. Le premier, les immeubles mis en vente sont occupés par le secteur privé. Le deuxième, la location des immeubles vendus sera assortie de clauses de rétrocession. Le troisième, la durée des baux sera de 10 à 15 ans maximum. Or, le rapport du vérificateur général du Québec d'automne 2017 indique ceci. L'information donnée aux parlementaires pour justifier la vente des 3 immeubles ne fournissait pas un portrait juste des incidences financières de leur vente. Et, quelques mois plus tard, les conditions négociées lors de la vente n'ont pas permis d'atteindre les objectifs présentés aux parlementaires.
Les incidences financières à long terme de la vente des 3 immeubles n'ont pas été exposées aux parlementaires et aucune alternative à la vente ne leur a été présentée. De plus, toujours lors de cette audition, le président directeur général de la SIC indiquait que l'utilisation des 3 immeubles ne respectait pas sa mission, puisqu'une forte proportion de ceux-ci étaient occupés par des locataires privés. Il s'agissait alors d'un changement d'orientation majeur par rapport aux motifs qui avaient justifié l'achat des immeubles en 2000, puisque la SIC projetait à cette époque de remplacer les locataires privés, dont les baux allaient venir à échéance, par des locataires gouvernementaux. Dans les faits, les baux qui ont été signés ne pouvaient pas permettre d'atteindre les objectifs présentés quelques mois plus tôt aux parlementaires. Premièrement, les 3 immeubles devaient pouvoir être libérés rapidement selon l'information fournie aux parlementaires en juin 2007. Cependant, les baux signés en mars 2008 sont tous de 20 ans et la clause permettant de rétrocéder une partie des locaux loués au cours des années ne permet pas de le faire rapidement. Deuxièmement, dès le mois d'octobre 2007, soit quelques mois après l'audition à la commission parlementaire, la société indiquait aux futurs acheteurs du 500 boulevard René-Lévesque-Ouest son intention d'accroître la présence gouvernementale dans l'immeuble de 75 à 90 % après le départ des locataires privés. À la date de signature du bail, les taux d'occupation de cet immeuble par des locataires gouvernementaux s'élevaient à plus de 93 %. L'accroissement du taux d'occupation par des locataires gouvernementaux au 500 boulevard René-Lévesque-Ouest à Montréal faisait suite à l'aménagement d'effectifs au ministère des Transports du Québec. En septembre 2017, l'immeuble était toujours presque entièrement loué par la SQI. En ce qui concerne maintenant les édifices J.A. Tardif et Place Québec, la société occupait encore en septembre 2017 sensiblement la même proportion de locaux qu'en avril 2008, soit près de 80 % du premier immeuble et un peu plus de 70 % du deuxième. À cela s'ajoute une annonce parue dans la presse le 16 juin 2007, soit 3 jours après le témoignage de M. Fortier devant la Commission des finances publiques. Cette parution dans laquelle est publié un avis de vente de la Place Québec indique que, ouvrons les guillemets, cet immeuble regroupe une clientèle diversifiée, tant gouvernementale que privée, que plusieurs services sectoriels. La SIC ne semblait pas être sur le point de quitter Place Québec, mais plutôt tentait d'attirer des acheteurs en étant locataire de cet immeuble. Je dépose cette annonce que j'ai avec moi à la fin de mon intervention. Le rapport du vérificateur général d'automne 2017 indique aussi ceci, j'ouvre les guillemets, pour conclure la vente des 3 immeubles avant la fin de l'exercice 2007-2008 et maintenir le prix de vente élevé, la SIC a fait des concessions financières importantes aux acheteurs, principalement à l'égard des baux. Ces concessions ont altéré le fonctionnement du marché de libre concurrence, étant donné que les autres acheteurs potentiels n'ont pas pu évaluer leur incidence sur la valeur des immeubles et en tenir compte dans leur offre. Cette possibilité de modification des conditions n'a pas été dévoilée aux parlementaires, et c'est grave. Le témoignage du 13 juin 2007 de M. Fortier était donc bel et bien incomplet, voire faux. Il remplit donc le premier critère du paragraphe 2 de l'article 55 de l'Assemblée nationale, tel qu'élaboré par votre décision le 8 décembre 2016. Pour ce qui est du deuxième critère, celui lié à l'intention d'induire en erreur ou nuire au bon déroulement des travaux parlementaires, le rapport du vérificateur général indique que, ouvrons les guillemets, la plupart des décisions ont impliqué essentiellement le président directeur général et le vice-président d'exploitation et avec la collaboration de l'intermédiaire de marché à l'exploitation Est, le point cardinal. Un rapport d'expertise juriste-comptable du 31 août 2012 indique ceci, j'ouvre les guillemets, sur la base des informations obtenues, il apparaît que les négociations exclusives avec les différents acquéreurs étaient menées par un comité composé d'un intermédiaire de marché en consortium formé des courtiers Michel Duclos et J.J. Barnick de Québec, de Montréal, plutôt. Cet intermédiaire de marché était sélectionné après un processus d'appel d'offres du président-directeur général de la SIC, M. Marc-André Fortier, du vice-président d'exploitation Est de la SIC, M. Pierre Fournier. La documentation analysée indique qu'il était primordial que ces négociations se tiennent en toute confidentialité, et c'est pour cette raison que seules ces 4 personnes semblent avoir dirigé les négociations. Dans les faits, la mise en vente de ces immeubles n'avait rien de confidentiel car elle avait été publicisée par l'intermédiaire de marché dans nombre de quotidiens et plusieurs centaines d'acquéreurs potentiels avaient obtenu cette information. Par conséquent, nous nous questionnons sur cette façon de faire qui semblait être dictée par un environnement devant uniquement protéger la confidentialité de la négociation entourant ces transactions et non le processus de mise en vente. Or, nous constatons qu'aucun comité indépendant et ou conseil n'a été créé afin de supporter le comité formé de l'intermédiaire de marché et de membres de la haute direction de la SIC
durant le processus de vente de ces immeubles. Par ailleurs, contrairement au processus de sélection de l'intermédiaire de marché où un comité de sélection avait été mis en place, il apparaît que pour 3 transactions immobilières totalisant 275 millions, aucun comité composé de tiers indépendants et d'autres experts et ou conseillers n'a été mis en place afin d'analyser les différentes propositions et le choix des finalistes. L'étude des propositions et la décision semblent avoir été effectuées par l'intermédiaire de marché, qui est nul autre que Marc-André Fortier et Pierre Fournier de la SIC. Nous nous interrogeons sur le fait que le CA n'a pas reçu l'information quant au prix et conditions indiquées aux différentes soumissions reçues et le choix des acquéreurs potentiels qui s'en est suivi, et ce au moment où cette étape du processus de vente a été complétée. Selon le procès-verbal du CA du 24 septembre 2007, le comité formé de l'intermédiaire de marché et de la direction de la SIC voulait conserver ces informations confidentielles. Même aux membres du CA, et je dépose ce rapport d'expertise juriscomptable, une première pour l'Assemblée nationale, je le dépose. Le processus de vente des 3 immeubles a donc été entaché d'une opacité, tant au niveau de la représentation devant les parlementaires qu'au niveau de celle devant le CA de la SIC. M. Fortier faisait partie du comité en charge des négociations exclusives avec les différents acquéreurs. De toute évidence, il a caché de l'information parlementaire, comme il en a caché au CA de la SIC. Je le répète, les réponses de M. Fortier s'inscrivaient dans l'exercice de l'étude des crédits du ministère des Services gouvernementaux. Celui-ci répondait aux questions proposées par l'ex-députée de Rosemont et porte-parole du Parti québécois pour le Conseil du Trésor, Mme Rita Dionne-Marcellet, concernant directement la vente de ces immeubles. Il est important de rappeler que le président Michel Bissonnette a d'ailleurs indiqué dans sa décision du 21 mars 2005 que, ouvrons les guillemets, faire abstraction du rôle de l'Assemblée pour l'étude et l'adoption des crédits budgétaires de l'État reviendrait ni plus ni moins à nier son rôle fondamental en matière de contrôle des finances publiques et du gouvernement. En d'autres mots, cela pourrait avoir pour effet de porter atteinte à l'autorité de l'Assemblée en matière financière et pourrait vraisemblablement constituer à première vue un outrage au Parlement. Un reportage d'enquête de novembre 2016 soutenait par ailleurs que 3 collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec, Charles Rondeau, Franco Fava et William Bartlett, et l'ex-PDG de la SIC, Marc-André Fortier, se seraient partagés d'importantes sommes d'argent avec des prolongations de baux. Il ne fait pas de doute que le témoignage du 13 juin 2007 de M. Fortier visait donc à induire en erreur ou nuire au bon déroulement des travaux parlementaires. Il remplit donc le 2e critère du paragraphe 2 de l'article 55 de la loi de l'Assemblée nationale, tel qu'élaboré dans votre décision du 8 décembre 2016. Nous estimons que la présidence doit aujourd'hui intervenir sans équivoque et envoyer un signal clair aux serviteurs publics afin que de telles situations ne se reproduisent pas et que les parlementaires puissent remplir pleinement leur rôle. Devant les faits dévoilés par la preuve soumise, nous considérons que les agissements de M. Fortier sont des atteintes à l'autorité et à la dignité de cette Assemblée et donc, prima facie, un outrage au Parlement. Merci, M. le Président. Et je dépose l'avis de vente auquel j'ai fait référence et le rapport d'expertise juriscomptable de la firme Accuracy du 31 août 2012. Alors, est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt. Alors, je vous remercie pour votre plaidoyer.